la rivière de mon enfance, on ne voit plus grand-chose vivant. Plus de petites anguilles, plus de vairons, plus de coquillages d'eau douce, plus d'algues vertes. Ces longs filaments gorgés de chlorophylle qui ondulaient au caprice des courants et prenaient la lumière du jour pour nourrir leurs couleurs. Plus de vie visible, mais une boue marronasse dans laquelle pêchent encore quelques enfants du village qui ressortent de la dive, des petits poissons éthiques qui tournoient dans le seau d'eau en plastique à leurs pieds, métaphore de la condition humaine. Des pêcheurs aguerris sortent encore des truites et des anguilles, mais les premières, de fausses farios, vrais poissons d'élevage lâchés par les syndicats de pêcheurs, n'ont plus la majesté des sauvages, qui luisaient et gigotaient au bout des lignes. Le fils de mon frère, homme des bois s'il en est, sort de l'eau tout ce qui s'y trouve et rapporte parfois à ma mère qui les cuisine quelques anguilles de très belle taille, preuve que la pollution entamée dans les années 70 par le patron de la fromagerie du village qui rejetait les déchets toxiques de l'usine dans la rivière, renforcée par la contamination des sous-sols avec les pesticides répandus par les paysans sur leurs terres pour augmenter leur productivité, que cette pollution donc n'a pas encore tout ravagé. Mais la terrifiante disparition des anguilles, parmi tant de disparitions inquiétantes d'espèces animales sur la planète, n'a pas pour seule cause l'impéritie des hommes qui, cartésiens sans le savoir, se sont rendus maîtres faustiens et possesseurs diaboliques de la nature. Car, pour opposer l'homme à la nature, il faut singulièrement partir du principe que l'homme n'est pas dans la nature, mais au dehors, à côté, en face, en marge, ailleurs. La formulation l'homme et la nature s'avère une fiction face à la réalité qui se dit l'homme et la nature. Même acculturé, cultivé, transformé, métamorphosé par l'éducation, l'instruction, la transmission d'innombrables savoirs, même dénaturé par la civilisation qui semble depuis des siècles se retourner contre la nature, l'homme en demeure un fragment, de sorte qu'il obéit à sa nature quand il se fait le prédateur des prédateurs et qu'il détruit, ravage et porte préjudice à son milieu. Quand l'homme répand des pesticides comme l'animal avec son venin, il se contente de dérouler un plan qui est celui de la nature, de sa nature. La culture est une sécrétion de la nature, même quand elle semble une antinature. Car qu'est-ce qui dans la nature pourrait échapper à la nature? Il n'y a que la nature, qu'une seule et unique nature, rien d'autre. Dans elle, si l'on cherche le détail de la multiplicité, à la façon des figures fractales, on ne retrouve que l'infiniment petit qui duplique l'infiniment grand, et vice-versa. Il est dans le programme de l'homme de produire la culture qui le dénature, car c'est dans sa nature. Quand nous croyons nous extirper de la nature, nous lui obéissons. Quand nous imaginons nous en émanciper, nous nous y soumettons. Quand nous pensons la laisser derrière nous, nous nous plions à son ordre. Jamais autant que lorsque nous croyons nous affranchir, nous ne signifions mieux notre subordination. Nous sommes ce que la nature veut que nous soyons. Lorsque Rousseau croit qu'avec la propriété nous sortons de l'état de nature pour rentrer dans un état de culture, il se trompe. Nous restons dans la nature avec une culture qui singe la nature. Car la propriété n'est jamais que la forme juridique prise par la logique étiologique des territoires. La police qui la préserve procède de l'agencement de la force en meute. La justice qui la défend dérive des jeux de force et d'intimidation des mâles dominants et de leur cour. Le code civil met en mots la loi de la jungle, faisant alors juridiction. Le droit cristallise en mots la loi du plus fort qui devient loi de la force des plus nombreux. Nietzsche a superbement raconté cette généalogie. Triomphe de la meute. Les hommes obéissent à leur tropisme et vivent pour se reproduire et mourir, comme les anguilles, nos sœurs. Les hommes dévorent la chair pour se nourrir, comme les animaux carnassiers, nos doubles. Les hommes construisent leurs mégapoles comme les fourmis et les termites bâtissent leurs fourmilières et leurs termitières. Les hommes fabriquent des sous-marins pour vivre sous l'eau, leur élément d'origine, il y a des millions d'années, comme les amphibiens, nos ancêtres. Les hommes construisent des avions afin de prendre possession du ciel, comme les oiseaux, nos cousins. Les hommes s'emparent de la planète, de l'univers. Ils colonisent la terre, les mers, puis la lune, comme les animaux marquent leur territoire. Les hommes le défendent pareillement, avec bec et ongles, griffes et crocs, dont ils s'inspirent pour faire des armes, comme les bêtes, leurs semblables. Les hommes se croient libres, mais ils obéissent à la détermination animale des mammifères.
Jamais autant que dans les choses de la guerre, les hommes ne manifestent leur arraisonnement au monde animal. Darwin a mis en évidence le fait que les mâles nomades font la guerre pour défendre leur territoire de leur tribu, ou l'augmenter pendant que les femelles, sédentaires, gardent le foyer, le feu, autour duquel elles élèvent les enfants, des filles pour reproduire des guerriers, des producteurs, des protecteurs. Dans la guerre, y compris dans la formule hypertechnologique de notre modernité, les hommes montrent qu'ils demeurent des bêtes et se comportent comme elles, dans des logiques de défense, d'agression, de construction et de protection des frontières, dans celles qui concernent les marquages du territoire que les animaux effectuent avec urine, fesses et glandes aux effluves très puissantes. Les hommes ont pris modèle sur des bêtes pour attaquer, se protéger, tuer, se dissimuler. Toute opération qui nécessite de s'affranchir des éléments, l'eau, la terre, l'air, et de maîtriser le feu. Car la vie suppose la mort, la survie, la mort donnée pour éviter d'avoir à la subir. Vie et mort se montrent comme le revers et l'avers de la même médaille, le recto et le verso d'une unique feuille. Le sang, le sexe, la mort. Aucun animal n'y échappe. Les humains non plus, bien évidemment. Eux encore moins que d'autres, même si certains d'entre eux montrent qu'ils le peuvent en indexant plus leur vie sur l'Éros que sur Thanatos, la tâche de toute philosophie digne de ce nom. Les serres de l'aigle, les griffes du lion, les crocs du loup, les ergots du vautour, le bec des bois du cerf, les ramures de l'élan, les cornes du rhinocéros, la défense de l'éléphant, les dents du requin, les crochets du lucane, le dard du scorpion, l'aiguillon de la guêpe permettent d'attaquer, les piquants du porc-épic, la carapace du tatou, les épines de l'épinoche de se défendre, les pigments du caméléon et l'encre de la seiche de se dissimuler ou de fuir. Autant d'opérations communes au territoire des animaux et au champ de bataille des humains. Le grand babouin et le commandant sont plus semblables que dissemblables. Les cerfs, griffes, crocs, etc. servent à faire couler le sang. Les hommes ont inventé les pierres taillées, fichées sur des manches ou entrées sur des joncs pour faire des flèches et des javelots, armes de jet avec lesquelles ils écorchent, saignent, éviscèrent leurs semblables. La carapace des tortues, la kératine du tatou, celles de crustacés servent de modèle pour imaginer les casques, les armures, les cottes de mailles des guerriers pendant des millénaires, puis le blindage des chars modernes. Le venin du serpent donne le modèle des poisons qui permettent de supprimer un empereur, un tyran. Celui des autres animaux fournit le paradigme de ce que la défense nomme NBC, nucléaire, biologique et chimique. De la pointe de flèche imbibée de curare à la bombe atomique, en passant par les gaz asphyxiants des guerres modernes. La tenue de camouflage de l'uniforme de combat, les peintures qui dissimulent le matériel de guerre, sable dans le désert, vert et marron dans les zones de guerre européennes, singent les changements de couleur du caméléon, l'imitation de certains fruits par tel coléoptère, le pelage blanc d'hiver et brun d'été du renard arctique, le mimétisme de certains papillons en feuilles, des phasmes en brindilles, de la peau des poissons plats en chromatique des fonds marins, les rayures des zèbres qui les rendent impossibles à repérer par les prédateurs dans le troupeau. Chaque fois, les hommes imitent les ressources des animaux pour vivre et survivre, habiter un territoire et le défendre. Les hommes ont imité les oiseaux quand ils ont souhaité s'affranchir de l'air. Montgolfières, ballons captifs, zeppelins dirigeables, avions à propulsion diverses, de l'hélice à la tuyère, planeurs, hélicoptères, fusées, drones. Il s'agit chaque fois de citation de l'aile, du vol géostationnaire de la libellule, de l'oiseau-mouche, du colibri, du piquet de la buse, de l'usage des courants d'air par les oiseaux migrateurs. Ils ont copié les poissons dans la mer pour s'affranchir de l'élément marin, le bateau en surface, le sous-marin dans l'épaisseur de l'océan. Ils reconnaissent les fonds marins pour se déplacer avec le sonar, comme les baleines et les dauphins. Ils ont plagié la chenille et son mode de déplacement pour équiper les blindés de chenilles. En 1972, Jacques Covert, son inventeur, a maîtrisé le feu allégorique qu'est l'électricité du poisson torpille pour concevoir le pistolet, taser de la police contemporaine. L'homme s'avère donc un prédateur au même titre que les autres animaux. Comme tous les animaux,
Il obéit à son programme. En ce qui le concerne, en faisant la guerre pour lui-même, à son propre compte, ce qui se nomme alors crime, meurtre, homicide, assassinat, donc délinquance, ou pour autrui, sur ordre, ce qui devient alors conflit armé, guerre, donc patriotisme, héroïsme, sacrifice, dévouement, abnégation. Il se soumet au tropisme belliqueux. Dans un cas, ce tropisme est puni de prison, dans l'autre, gratifié de décoration. Ici, la réprobation sociale, là, la récompense de la nation. La nature n'est pas idyllique comme l'imaginent si souvent les naturalistes, les écologistes, les néo-panthéistes, les promeneurs du dimanche, les randonneurs et autres amis de la nature. Elle existe par-delà le bien et le mal, elle comporte autant de vie que de mort, de naissance que de trépas, d'entraide que de nuisance, d'instinct maternel que de pulsions de mort, de femelles qui m'ébat et allaitent, que de mâles qui dévorent leur enfant et ravagent le nid, le terrier, le territoire de leurs semblables. L'oiseau qui pêche en mer garde le poisson dans son jabot, le prédigère et le régurgite dans le gosier de ses jeunes progénitures, n'est pas plus dans le bien que n'est dans le mal le guépard qui poursuit la gazelle, la saisit, avec ses crocs la tue et la mange. Or nous sommes oiseaux qui nourrit ses petits et léopard qui saigne sa victime à mort. Je songe souvent à cette stupéfiante anecdote concernant Himmler, le criminel de guerre auquel l'Europe doit la mise en pratique de la solution finale. Cet homme fut l'adjoint de Hitler dès 1928. On le retrouve derrière la nuit des non-couteaux qui quitte les SA. Il triomphe comme dignitaire, comme on dit, du Troisième Reich, maître absolu de la SS et de la Gestapo, ministre de l'Intérieur de Hitler, créateur du premier camp de concentration à Dachau en 1933, directeur des camps de concentration et d'extermination païens mystiques. Il réorganise la vie autour d'une mythologie nordique de pacotille. Il travaille à l'eugénisme arien avec les haras humains. Cet homme, donc, ôtait ses chaussures quand il rentrait d'une journée de travail, afin de ne pas réveiller son canari qui dormait dans sa cage. Précisons, pour affiner le portrait du personnage, que ce nazi emblématique s'était illustré avant la guerre dans la profession d'éleveur de volailles, une entreprise dans laquelle il avait investi la dot de sa femme. Il fit faillite en 1929. Son impéritie professionnelle dans l'élevage le rendit disponible pour le parti. C'est alors qu'il prit de plus en plus d'importance dans l'organigramme du NSDAP et auprès de Hitler lui-même, qui en faisait le fidèle parmi les fidèles. C'est donc le même homme qui extermine les humains comme des volailles. Certains auteurs s'appuient même sur ce fait pour faire de l'abattoir d'animaux le paradigme du processus de destruction des Juifs. Ainsi, I.B. Singer, Nobel de littérature 1978, J.M. Coetzee, Nobel 2003, ou les philosophes Derrida, Elisabeth de Fontenay, Peter Singer, qui considèrent son canari comme suffisamment digne d'attention et d'intérêt pour qu'il se mette en chaussettes et rejoigne sa chambre sans bruit. J'ai affirmé plus haut que la disparition des anguilles n'était pas que le fait des hommes, de leur pêche déraisonnable, de civelles, de leur pollution des milieux aquatiques, de leurs barrages aux turbines mortelles ou des retenues d'eau qui, nonobstant les rares remontées artificielles construites par les hommes, empêchent les mouvements des animaux de la mer vers l'eau douce et vice-versa. Il existe en effet une autre cause, naturelle. Un ver nématode, qui a pour nom Anguillicolide crassus, à quoi s'ajoute un virus appelé Evex, probablement introduit en Europe par un pisciculteur qui a importé les anguilles japonaises. Ce ver tueur a contaminé la presque totalité des océans. Les nématodes peuvent être entre 6 à 10 en moyenne dans une seule vessie d'anguille. Ils se nourrissent de leur sang, dégradent la vessie, réduisent son élasticité, voire la détruisent. Cette pathologie entrave considérablement la flottabilité de l'animal, qui ne peut plus trouver des profondeurs adéquates dans la mer. Épuisée, l'anguille ne peut plus effectuer les déplacements exigés par la reproduction. 6 mois sont nécessaires au voyage vers les sargasses. Or, les performances, en cas de contamination, sont réduites de moitié. Elle meurt alors sans avoir pu se reproduire, ce qui affecte considérablement la survie de l'espèce.
Comment fonctionne ce parasitage? Le nématode adulte est mangé par son hôte, qui peut être un petit crustacé d'eau douce ou d'eau de mer, un poisson aussi. Le parasite investit l'animal mangeur qui sera un jour mangé par l'anguille. Le ver colonise à nouveau la vessie de l'anguille. Il pond des œufs rejetés par le tube digestif de l'animal. Ces derniers tombent sur la vase ou le sable en attendant qu'un nouvel animal les mange. Le cycle peut alors se continuer indéfiniment et parasiter l'espèce tout entière. On connaît assez bien le mécanisme du parasitage grâce à un nématode qui parasite les grillons, mais aussi d'autres insectes, araignées, sauterelles, criquets, menthes religieuses. Appliquée aux humains, cette logique de la prédation fait frémir. Et pourtant, l'Homo sapiens n'y échappe pas. Précisons. Ce ver nématomorphe manipule le comportement de l'insecte dont il a besoin pour être conçu, naître, vivre, se reproduire et mourir. Autrement dit, dans le vocabulaire philosophique, être est préservé dans son être. Ce que fait le ver n'est pas plus volontaire que ce que subit l'insecte. L'un et l'autre obéissent à une pulsion de vie qui les transforme en instruments du dessein de la nature. L'énergie créatrice s'en sert pour rendre possible la vie et la poursuite de la vie. Une lecture hegelienne qui ferait du ver le maître d'un grillon esclave néglige le fait que l'un et l'autre sont soumis à cette force irréfragable en vertu de laquelle l'un pénètre l'autre pour l'habiter, s'en servir et réaliser son dessein, qui est de vivre, se reproduire et mourir. Ce que veut le ver est autant voulu que ce que subit le grillon, qui lui aussi est pareillement voulu. Et rien ne permet de penser que les humains échappent à ce processus, en se faisant eux aussi, à leur corps défendant, bien qu'apparemment, voulant, les instruments du plan de la nature qui fera de l'un un ver nématode, de l'autre un insecte parasité. Si Darwin a raison, ce que je crois, il n'y a nulle raison pour que l'Homo sapiens, singe parmi d'autres, soit excepté de cette loi qui fait du monde la résultante entre une volonté et une prédation. Habituellement, le grillon vit dans les bois, les forêts, les champs, mais pas près des cours d'eau. Or, il arrive parfois que, comportement aberrant au vu et au su de leurs us et coutumes, certains d'entre eux se retrouvent près d'une mare, d'une rivière, d'une pièce d'eau, lac ou étang, voire d'une piscine, sinon aux abords des toilettes ou des douches d'un camping municipal. Mus par une force irrépressible, aveugle, conduits par une puissance qui en eux veut la vie, qui veut la vie, les insectes se jettent à l'eau. À ce moment, le grillon semble mort. Il reste sur le dos, amorphe, les pattes tétanisées, pendant qu'un long ver perfore son abdomen et sort en ondulant dans l'eau qui lui est nécessaire pour vivre et continuer à réaliser son programme. Le ver peut mesurer de 10 à 70 cm de long. Le ventre du grillon, en l'occurrence, sa cavité abdominale, pas ses intestins, le ver a besoin des organes de l'animal qu'il parasite. Le ventre, donc, peut contenir 2 ou 3 parasites. Comment fait-il pour entrer dans un hôte, le parasiter, le laisser vivre assez pour qu'il puisse héberger ce sidérant processus, se nourrir de lui, piloter son cerveau, ne pas abîmer celui dont il prend les commandes pour lui faire ce qu'il n'exécute habituellement pas dans la nature, puis le laisser indemne, mais pas toujours, une fois son plan réalisé. Pour être infecté, le grillon doit manger lui-même un animal déjà contaminé. Le processus exige un hôte intermédiaire, l'escargot d'eau ou autre mollusque d'eau douce, insectes. Le spectre est assez large. La nature n'est pas regardante quand elle oblige à sa loi. Le ver a pondu des œufs mangés par ces bêtes qui infectent les larves, se développent en eux, dans l'attente d'une intromisation par ingestion dans le corps d'un insecte. Le ver est une formidable usine sommaire à fabriquer de l'esclavage et de la domination, mais en maître, lui aussi, esclave de sa nature. Le ver n'a pas de prédateur, sauf celui de l'hôte qu'il parasite. Mais il dispose d'une formidable capacité à déjouer la prédation à laquelle sont soumises ses victimes. Ainsi, le grillon peut être mangé par une truite par exemple, ou par une grenouille. Dans ce cas, le grillon meurt, mais pas le ver, qui sort par ses propres moyens et, via les branchies du poisson ou la bouche du batracien, réalise ce pourquoi il est né. Il chemine via l'estomac, le tube digestif, la cavité buccale de l'animal, et s'échappe pour retrouver dans l'eau
le partenaire avec lequel il se reproduit. Des observations montrent que jusqu'à 5 vers très longs peuvent ainsi s'échapper de l'estomac dans lequel leur victime a trouvé la mort, mais pas eux. Le ver prend les commandes du cerveau du grillon en modifiant son dispositif cérébral. Il programme l'insecte à produire des cellules nerveuses en surnombre dans des logiques de connexion qui ne sont pas celles du grillon, mais les siennes. Ces molécules mimétiques produites par le ver sont reconnues par le système de décodage central de l'insecte. Le cerveau perturbé par les protéines ainsi fabriquées. Le grillon agit à rebours de son propre intérêt, dans la perspective du seul bénéfice du ver. Les molécules du ver qui obéissent à sa structure exigent du grillon soumis à sa structure de se plier à la volonté du ver qui est volonté de vie, elle aussi inscrite dans sa structure à laquelle il se conforme. Quand l'animal parasité a servi à l'animal parasiteur, il peut mourir parce que les conditions l'y auront conduit, mais il n'entre pas dans la logique du processus que la mort soit obligatoire. Le grillon, contraint à se jeter dans l'eau pour que le ver le perfore afin de pouvoir s'en extraire, peut succomber, noyé. Mais la mort n'est pas prévue, programmée. Elle s'avère ici accidentelle. En revanche, cette opération modifie l'avenir de l'animal parasité qui devient stérile. Le grillon conserve l'apparence d'un animal adulte, mais il reste biologiquement immature. La femelle saine prend le sperme et le féconde. La femelle parasitée ne le peut plus. Elle peut pondre des œufs, mais ils ne parviendront jamais à maturité. Quand ils ne succombent pas, noyés, les grillons ont besoin d'un temps de récupération. La manipulation effectuée par le ver est réversible. Les insectes retrouvent une allure normale, une forme normale, un rythme normal, alors que l'infection les rendait plus actifs. Mais leur tour est passé en matière de reproduction. Ils auront permis à leur hôte parasite d'assurer la continuité de l'espèce, mais eux ne pourront s'inscrire dans ce lignage. Avec eux s'arrête ce qui par eux a été possible pour d'autres. Les vers qui auront ainsi parasité le corps d'un autre pour parvenir à leur fin semblent vouloir pour autrui, alors qu'ils sont aussi voulus par la même force. C'est en vertu de cette même énergie qu'ils se reproduisent. Dans le courant de l'eau, les mâles s'enroulent autour d'un morceau de bois, d'un branchage ou de tout ce qui permet la formation de nœuds. On ne sait comment ils se reconnaissent. On ignore également comment les femelles repèrent l'agrégat. On peut imaginer que la capacité à repérer d'infimes molécules transforme ces animaux en intelligence homéopathique qui communiquent ainsi beaucoup plus subtilement que les hommes, car ce langage n'est pas ambigu, au contraire d'une autre qui rend possible le mensonge. Après accouplement de ces vers, les femelles pondent des œufs qui deviennent des larves qui s'enquistent dans une larve aquatique d'insectes ainsi infectés. S'il s'agit d'une libellule, les larves tombent à terre, mangées par un grillon qui, contaminé, portera dans son abdomen les larves qui deviennent vers, et l'on connaît la suite. Ainsi le cycle se répète, la vie pour faire la vie, la mort pour faire la vie, le parasitage pour faire la vie, ici l'émasculation des mâles et la stérilisation des femelles pour faire la vie, là, la domination du cerveau de l'autre par un cerveau lui aussi dominé pour faire la vie. La logique du parasitage est répandue dans la nature. Elle concerne nombre d'animaux. La liste est longue. Les animaux manipulateurs sont eux-mêmes manipulés et ils manipulent. La nature est remplie de ces programmes aveugles qui se coupent, s'associent, se dissocient et contribuent à la propagation de la vie qui suppose la mort des individus comme prix à payer pour la vie et la survie de l'espèce. Il n'existe aucune raison pour que l'homme n'entre pas lui aussi dans cette logique, faisant de lui un parasite parasité. La civilisation a eu besoin de postuler chez les animaux humains la liberté, le libre arbitre, la possibilité du choix pour laisser croire qu'elle n'était pas un produit de la nature, mais un effet de la culture définissant tout ce qui permettrait l'émancipation de la nature, là où il n'y a que plan de la nature. La toxoplasmose met en scène un parasite nommé Toxoplasma gondii. Ce protozoaire ne se reproduit que dans le chat, et il se sert des souris ou des rats pour parvenir à ses fins. Ce parasite agit sur les petits mammifères. Il supprime leur peur naturelle du chat, ce qui conduit dans les parages de leur
Ce parasite agit sur les petits mammifères. Il supprime leur peur naturelle du chat, ce qui les conduit dans les parages de leurs prédateurs. Inhibé, empêché, manipulé, conduit, déterminé, le rongeur s'approche du félin qui le mange. Le parasite contamine les rongeurs qui, mangés par les chats, les contaminent à leur tour avant que les humains ne soient eux aussi contaminés par les chats. Les hommes attrapent ce parasite de différentes manières. En mangeant la viande pas assez cuite d'un animal contaminé, du porc ou du mouton, la plupart du temps, en avalant des crudités souillées, en buvant du lait contaminé, en ingérant accidentellement des particules détachées de matière fécale de chats infestés en cas de mains non lavées. La contamination peut avoir lieu lors d'une transplantation d'organes ou d'une transfusion sanguine. La mère peut également contaminer son enfant lors d'une grossesse. Où l'on voit que rats, souris, chats, humains disposent d'organismes suffisamment homogènes pour que le protozoaire circule dans toute la chaîne animale, dont l'homme. L'affaire se corse lorsque, le plus sérieusement du monde, les neuroscientifiques apportent la démonstration que la toxoplasmose, qui supprime la peur naturelle des petits mammifères envers leurs prédateurs et les conduit à la mort, peut également influencer le comportement des hommes et des femmes. Ainsi, la toxoplasmose pourrait entretenir un lien de causalité avec l'apparition chez les hommes de neuropathologies dont la schizophrénie. La dépression mentale, les idées suicidaires pourraient procéder de ces dysfonctionnements parasitaires. Le Toxoplasma gondii peut en effet modifier les agencements neuronaux et perturber les liaisons à l'origine du plaisir et de la peur. On peut donc imaginer que les bonnes natures joyeuses, heureuses, les optimistes, les personnes qui manifestent une perpétuelle joie de vivre ne seraient pas plus responsables que celles qui, sur une autre planète ontologique, sont des natures tristes, malheureuses, les pessimistes, les êtres que rien ne réjouit et qui traversent la vie en la maudissant sans cesse. Le libre arbitre s'avère alors une fiction parmi tant d'autres, une fable qui masse la méconnaissance des déterminismes qui nous programment. Les études épidémiologiques prouvent que la toxoplasmose affecte un tiers de la population mondiale, soit 2 milliards d'individus. La métaphysique occidentale, puis la religion chrétienne, ensuite la philosophie européenne, communient dans cette idée que les hommes se distingueraient des animaux par leur capacité à choisir. Libres les hommes, mais asservis les animaux. Dotés du libre arbitre, l'Homo sapiens, mais soumis aveuglément à leur programme, les bêtes. Ce postulat s'avère bien utile quand on veut justifier la responsabilité, donc la culpabilité, donc la faute, donc la punition. Si Ève obéit à un ver parasite qui a pris possession de son cerveau quand elle goûte du fruit défendu sans l'avoir choisi, sans l'avoir voulu, mais en ayant été voulu par une force qui la possède, comment pourrait-on lui en vouloir? Qui lui reprocherait une faute qui, de ce fait, n'existerait pas? Le libre arbitre est une fantaisie des hommes qui veulent à tout prix se distinguer des animaux, en affirmant qu'une ligne de démarcation met le bipède dans un monde et les autres bestioles dans un autre univers parallèle. Nombre de maladies dont on ignore aujourd'hui les causes matérielles sont hypothétiquement élucidées à l'aide de la pensée magique. La fable psychologique d'une psyché immatérielle, l'angine comme signe d'autre chose que de l'angine, la légende freudienne d'un inconscient phylogénétique, la dermatose prouve le prurite oedipien, la fiction grodékienne d'un psychosomatisme obéissant aux symptômes, aux comparaisons et aux allégories. La crise cardiaque montre qu'on en avait gros sur le cœur, la lombalgie qu'on en avait plein le dos, le cancer du rectum, etc. Un signifiant lacanien structuré comme un langage déterminant nos pathologies. Une douleur au genou épiphanise le rapport je-nous. La causalité sociologique farsesque, le soutien-gorge comme cause du cancer du sein. Le récit médiéval des diafoirus du XXIe siècle, le même cancer produit par un manque d'exercice physique, etc. Tout ceci ressemble à un exercice de patience ludique en attendant le jour inévitable du décodage matérialiste du monde. La matière est hude et diversement modifiée.
L'étoile effondrée dont nous procédons a donné dans un même mouvement le nématode et Moïse, le protozoaire de la toxoplasmose et Freud, le ver solitaire et Einstein, la civelle et le président de la République. Elle a généré en chaîne l'anguille qui retourne pondre dans la mer des Sargasses et l'anguillicoléoïde Crassus qui décime aussi, et en même temps, l'anguille en route vers la mer de ses origines. En même temps, elle a produit les cristaux du quartz et la feuille du baobab, l'arête du piranha et la défense du phacochère, et toute forme interrogée par Darcy Thompson, singulière ramenée par lui et à quelques-unes primitives, témoignent du même noyau généalogique. Les animaux ne sont pas que de compagnie ou de connivence. Il n'y a pas que des chats à caresser, des chiens à promener, des moutons à tondre ou à manger, des oiseaux à admirer, des poulets à rôtir, des tortues à regarder dans son terrarium. Il n'y a pas non plus que des nouveaux animaux de compagnie, les fameux NAC, qui permettent l'exercice des névroses antisociales. Embrasser un crotale, caresser une mygale, chatouiller un iguane, parfumer un furet, contempler des glowfish dans son aquarium, ces poissons génétiquement modifiés qui apparaissent verts, jaunes, rouges fluo sous lumière ultraviolette. Les vers, les parasites, les virus, les bactéries, les microbes, les germes, les bacilles relèvent du vivant au même titre que les éléphants d'Asie et les loups des steppes, les girafes d'Afrique et les renards arctiques, et l'homme. La vie se dit là dans sa brutalité, dans sa simplicité, dans son évidence. Les nœuds gordiens de nématodes, constitués autour d'une branche morte dans l'attente de la copulation, de la reproduction puis de la mort, disent l'origine du monde, une intelligence primitive, une force brute, une énergie aveugle. Une volonté de vie payée par la mort, une volonté de mort payée par la vie, un cycle perpétuel des individus soumis au programme qui le veut pour le profit de l'espèce à laquelle ils sacrifient tout, alors qu'ils croient vouloir quand ils sont voulus. Le nématode qui pond, qui contamine une larve, qui fait tout pour se faire avaler, qui habite un corps étranger, qui se développe, qui prend toute la place dans l'abdomen, qui épargne les organes vitaux de son hôte, qui produit des protéines pour s'emparer de son cerveau, qui sait l'heure venue de la ponte, qui dirige l'animal en fonction de ses besoins, qui le conduit vers l'eau nécessaire à sa vie, qui plonge l'insecte dans l'onde, qui perfore son abdomen, qui sort du corps épuisé, qui vit sa vie, qui cherche un partenaire sexuel, qui s'accouple, qui se reproduit, qui meurt. Ce nématode, donc, si on lui donnait la conscience et la parole, pour recourir à l'allégorie de Spinoza, affirmerait qu'il a voulu pondre, contaminer, se faire avaler, épargner, s'emparer, perforer, vivre, copuler, se reproduire, mais pas mourir. Or, il aura été voulu. Comme les hommes qui parasitent et sont parasités, mais croient que leur prétendue liberté les met à l'abri des cycles immémoriaux, nous sommes au carrefour de programmes aveugles qui nous emportent, nous excluent, nous prennent, nous refusent, nous reprennent, nous intègrent, nous désintègrent. Au regard du cosmos, le nœud gordien des nématodes qui grouillent, vert blanc dans une onde claire, longs fils presque translucides dans le courant d'une rivière, ne sont pas plus et pas moins que le grouillement d'humains dans les mégapoles que nous voyons la nuit, quand les avions de ligne survolent les continents, et que Dubaï, Singapour, Bombay, Tokyo, Séoul, Mexico nous apparaissent comme les feux scintillants, un genre de braise immense dans laquelle se consument les humains qui naissent, vivent, s'aiment, copulent, se déchirent, se tuent, agonisent, meurent, comme trépassent les anguilles dans les abîmes noirs et glacés de la mer des Sargasses où elles disparaissent à jamais. Les neurones du cerveau d'un homme sont les nématodes qui grouillent avant disparition programmée dans le néant. Pas de place pour de l'immatérialité dans cette matière souveraine qu'est la vie.